L'idée, elle est écrite un peu sur le slide. L'idée initiale du topo était d'un peu explorer ce qu'on entend par mode de production asiatique chez Marx, dans le marxisme, mais pas en théorie, mais à partir de deux exemples un peu précis, qui sont d'un côté la civilisation des Mayas et de l'autre la Chine impériale et la Chine ancienne. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. La notion de mode de production asiatique, déjà elle part de la notion de mode de production tout court. Le but chez Marx et Engels de cette notion, c'est de comprendre le développement des sociétés et leur mouvement historique qui va avec. Ce mode de production, je vais le faire rapide, mais on peut le définir par la relation entre d'un côté les forces productives, donc liées à la technologie, à l'organisation du travail, qui permettent de produire et reproduire les conditions d'existence, et de l'autre, des rapports de production qui vont être des structures politiques et économiques, juridiques, qui vont prescrire les modalités de répartition des produits du travail et qui vont dès lors déterminer la forme d'exploitation du travail et d'accaparement du surproduit social créé par la société. Pourquoi c'est important? C'est dans le manifeste du Parti communiste qui dit qu'un mode de production va générer des contradictions entre le développement des forces productives et les rapports de production qui vont entraver cet essor-là. C'est cette contradiction qui est à la base des luttes de classe et qui va caractériser, ou sur ce terreau-là vont naître des révolutions sociales caractérisées par un changement justement du mode de production. Est-ce que tu peux changer le slide? Ouais. Je te fais juste un signe, comme ça sera plus simple. Encore un. Je ne vais pas vous faire toute la citation de Marx, mais la notion de mode de production asiatique, elle est beaucoup moins étayée que celle de mode de production capitaliste, féodal ou esclavagiste dans les textes de Marx et Engels. D'ailleurs, dans l'origine de la propriété, de l'état et de la famille de Engels, en fait, la notion de mode de production asiatique, elle n'est même pas citée. Néanmoins, en fait, ici ou là, dans certains écrits de Marx et Engels, on la retrouve, d'une part pour comprendre des sociétés non occidentales. C'est notamment l'Inde qui sert d'exemple pour Marx, qui ne semble pas, en termes de rapport de production, rentrer dans la définition des sociétés féodales, esclavagistes ou capitalistes. Des sociétés marquées, par ailleurs, par une forme d'inertie historique et de forme assez despotique, dictatoriale et centraliste du pouvoir politique. Pour Marx et Engels, les racines de cette stabilité un peu historique et de cette forme de pouvoir particulière vont justement être à chercher dans ce mode de production asiatique. Par ailleurs, il y a également un intérêt pour Marx et Engels pour les sociétés pré-capitalistes en général, pas que asiatiques, pour comprendre la genèse des classes sociales et de l'État et de voir comment on évolue ou non avec d'autres modes de production. Donc c'est pour ça que le mode de production asiatique n'est pas forcément très asiatique. On pourra y revenir dans la suite du topo ou dans la discussion. La longue citation de Marx, je vous la fais, et après, j'en fais pas d'autres de Marx, mais c'est là où il va décrire de manière un peu précise ce qu'il entend par mode de production asiatique ou ce qu'on peut y comprendre. Une loi qui règle la division du travail et de la communauté agit avec l'autorité inviolable d'une loi physique, tandis que chaque artisan exécute chez lui, d'après le mode traditionnel, mais avec indépendance sans reconnaître aucune autorité, toutes les opérations qui sont de son ressort. La simplicité de l'organisme productif de ces communautés, qui se suffisait elle-même, nous fournit la clé de l'immutabilité des sociétés asiatiques, immutabilité qui contraste d'une manière si étrange avec la dissolution et la reconstruction incessante des États asiatiques, les changements violents de leur dynastie. La structure des éléments économiques fondamentaux de la société reste hors des atteintes de toutes les tourmentes de la sphère politique. Donc pour résumer le propos rapidement, au-dessus de la communauté en fait, qui va avoir l'usufruit du sol, va s'élever une sorte de tribu imaginaire, mythique, une communauté supérieure qui, elle, va détenir la propriété authentique du sol et finit par s'incarner dans le despote individuel et collectif. Donc c'est quand l'État se présente comme le seul propriétaire de la terre, il apparaît comme la condition de la survie des hommes, comme une condition qui doit exister avant que le travail des hommes ne tire de la nature leurs moyens de subsistance et de leur richesse matérielle. Donc dans ce mode de production asiatique, il n'y a pas d'éclatement de la communauté, mais voici superposer une forme d'esclavage collectif, pour reprendre un terme de Marx, qui fait dépendre ces communautés paysannes dans leur ensemble de l'État plus haut. Cet État-là, une fois devenu propriétaire du sol des communautés, prélève une partie du surproduit à travers le tribut ou l'impôt. Il ne joue pas forcément de rôle direct dans l'organisation du travail, mais il va pouvoir intervenir sur les conditions de cette production
en mobilisant par exemple la force de travail des paysans pour faire des grands travaux hydrauliques, routes, etc. Et chez Marx et Engels, c'est ce mode de production particulier, cette forme de propriété, qui explique fondamentalement la forme de pouvoir centralisé qu'on va retrouver dans certaines de ces sociétés. Je m'arrête là pour les explications un peu théoriques sur le mode de production asiatique pour ne pas perdre trop de temps. Encore une. Encore une. Ouais. Donc on va parler, nous, de notre part, de la Chine. Donc de la Chine impériale d'un côté. Donc on va parler aussi un peu de la Chine antique. Pour poser quelques jalons juste chronologiques très rapidement, le premier empereur de la Chine unifiée, c'est en 246 avant Jésus-Christ. C'est de son nom que vient le mot Chine. Après, c'est une histoire riche en rebondissements. Il y a plein de révoltes, des renversements de dynasties, etc. Parfois, l'empire se craquelle, se morcelle, il se réunifie. Les frontières évoluent. Beaucoup de guerres, d'invasions. Il y a par exemple des dynasties mongoles, mandchoues qui vont prendre le contrôle de la Chine. On ne va pas rentrer dans le détail de ces plus de 2000 ans ou 3000 ans d'histoire de la Chine impériale, mais on va surtout discuter de son organisation socio-économique et des dynamiques d'évolution à partir des pistes données par cette notion de mode de production asiatique. Pour les Mayas, dont Pierre parlera dans l'atelier, on a une civilisation qui s'étend de moins 2000 jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. C'est impossible de résumer ou de synthétiser son histoire en 45 minutes, mais on va, pareil, sortir quelques traits qui permettront d'expliquer les problèmes de l'évolution de cette société. On va surtout s'intéresser à la période qu'on appelle classique, qui va de 300 à 1000. C'est là où on a l'apogée des cités-États. Dans le Yucatan, on montrera après sur une carte, où c'est en gros le sud du Mexique et sur le Guatemala. On a des sociétés étatisées, guerrières, où une élite sociale va régner sans partage, jusqu'à l'abandon des cités entre 800 et 1000, qu'on appelle souvent effondrement, mais injustement, comme le montrera un petit peu Pierre. On va organiser le topo en quelques items, donc on va se passer un peu la parole entre la Chine et les Mayas, autour du plan qui est affiché, afin d'essayer de creuser autour de ces formes économiques et les modalités de gouvernement qui vont avec. Vas-y. On va commencer par essayer de discuter un petit peu de la néo-utilisation qui a pu avoir à l'œuvre à la fois en Chine et dans le territoire des Mayas. Pour la Chine, vas-y, tu peux passer. Vas-y, ouais, c'est bon. Non, juste avant. OK. On a, je pense que ça ne va pas être une surprise, un immense territoire. En gros, c'est organisé surtout autour de deux grands fleuves. Un fleuve jaune, le fleuve jaune au nord et le Yangtze au sud. Et on va avoir deux grandes agricultures néolithiques basées plutôt sur le végétal que sur l'animal, à partir d'environ moins 7000 avant Jésus-Christ, même si les chronologies sont discutables. On va avoir du coup une agriculture plutôt au nord, dans des zones plutôt arides, plutôt froides, où on va plutôt cultiver le millet, et au sud, dans les territoires plus chauds, avec la mousson, on va cultiver principalement le riz. Par exemple, autour du fleuve jaune, on a très vite la nécessité du défrichement, et donc qui va amener des familles à se grouper et à former des villages. Autre point important et intéressant à ce moment-là, c'est que dès cette Chine du néolithique, et après dans la Chine antique, on va avoir une maîtrise et une gestion de l'eau d'irrigation assez centrale. D'ailleurs, d'après un des mythes fondateurs de la Chine, un des fondateurs d'une dynastie mystique qui aurait eu lieu en moins 2000, le Grand Yu, il aurait dompté les flots dévastateurs du fleuve jaune et fait les premiers grands travaux. C'est aussi des systèmes d'irrigation massifs qui sont mis en place pendant la Chine antique. On détourne des rivières entières pour faire irriguer des régions, ou l'édification des cultures des terrasses, par exemple dans le sud de la Chine. À côté, je reviendrai peut-être rapidement après, c'est le Grand Canal qui va être construit dans différentes périodes, mais qui montre aussi ces grands travaux d'envergure qui vont se développer tout au long de l'histoire de la Chine. On a un développement, à partir de ce moment-là, de principauté, dirigé par une élite qui va commencer à se former à partir de foyers néolithiques. Et tu peux mettre Et on a des trucs, alors c'est marrant, cette photo-là, c'est une photo d'une ville en Chine en moins 2000, Shimao, donc c'est les restes. Le premier commentaire à la vidéo YouTube, c'est ça ressemble au truc Maya d'ailleurs. Mais ça montre en fait directement la constitution d'une élite
qui va, en fait, on a retrouvé tout un tas de signes qui montrent qu'il y a déjà une différenciation sociale à partir de ce moment-là. Je passe la parole à Pierre pour la révolution néolithique et après on reviendra sur la Chine. Oui, donc écoutez, la révolution néolithique en Amérique, on va déjà, au vu du temps qu'on a, de la complexité des problèmes, on va s'éviter l'histoire compliquée du peuplement initial du double continent. Juste dire que le consensus actuellement porte sur des peuples qui seraient arrivés en Amérique par l'Amérique du Nord, par la Béringie, venant globalement d'Asie de l'Est, d'Asie du Nord-Est, en étant restés un certain nombre de milliers d'années dans ce qu'on appelle la Béringie, c'est-à-dire le moment dans les périodes glaciaires où il y avait un peu plus que le seul détroit de Bering pour passer parce qu'il y avait de la glace, quoi. Donc il y a des arrivées successives, c'est là-dessus que portent les débats, qui font naître des civilisations dont les Mayas ne sont qu'un des exemples. Vous voyez là la péninsule du Yucatan, sur laquelle donc va se développer et croître donc cette civilisation maya. Ce qu'on regroupe sous le terme maya, c'est la civilisation qui a la plus longue histoire. C'est pas la plus ancienne, parce que un peu plus tard, on a trouvé une autre trace d'autres civilisations, la civilisation Olmec, qui s'est placée, elle, un peu plus au nord de ça, c'est-à-dire dans le sud du Mexique, qui est un peu célèbre pour les têtes monumentales, là, très rondes, que vous avez peut-être déjà vues ici ou là. Donc les Olmecs sont donc antérieurs et un peu contemporains des Mayas. Ces deux sociétés-là, puis toutes celles qui vont suivre, on les regroupe en général sous le terme de Mésoamérique, en établissant un certain nombre de traits communs de cette culture et de ces civilisations. Juste comme ça, il faut, je pense, préférer le terme de Mésoamérique quand on parle de ces civilisations, plutôt que des termes comme précolombien ou préhispanique qui font directement référence à la conquête espagnole, justement, et qui ont un contenu dont vous voyez bien le problème, pour des civilisations millénaires, quoi. Alors, au plan de la chronologie, si tu peux passer, voilà. La manière dont ont été divisées un peu les périodes historiques, on a la période dite préclassique, qui va de moins 2000 à 300, où là vous voyez la contemporanéité avec les Olmecs, qui correspond au développement de la civilisation et avant l'avènement de ce qu'on va appeler les États-théâtres, qui eux vont se développer, rayonner sur la zone de 300 à 900. Donc qui correspond donc à leur splendeur. Et on parle, donc ça c'est l'étape classique, et après on parle de post-classique à partir de 900. En fait, il y a une période de 800 à 1000 qui est dite période du classique final, où on voit les cités, un peu les unes après les autres, abandonnées, mettant fin donc à la période classique, en entrant dans le post-classique. Donc pour revenir un peu à la néolithisation, c'est-à-dire l'acquisition par ces tribus à l'époque de l'agriculture et l'élevage. Donc on est donc avant le pré-classique, qui atteste déjà en fait le pré-classique de l'apparition de sociétés de classe. On trouve déjà des preuves de culture de ce qui fera l'essentiel des denrées produites par les Mayas, c'est-à-dire le maïs, la courge, le piment et les haricots, comme un peu base d'une alimentation. Mais c'est aussi, dans un premier temps, cette néolithisation, donc dans la période archaïque, repose beaucoup sur des villages côtiers, où il y a beaucoup également d'apports de protéines par une pêche très intensive et aussi la collecte de coquillages. Après, un peu de patience, mais la néolithisation, ça prend du temps, ça ne s'est pas fait en 3 minutes, donc on découvre là... Alors voilà, le génie agricole maya a reposé un peu sur le principe qui est illustré ici, qui serait la milpa, qui est une culture en terrasse à 3 étages. Donc vous voyez que les différents produits sont cultivés ensemble et d'une certaine manière s'auto-alimentent pour des raisons agricoles que je ne connais pas.
mais s'il y a des amateurs, voilà. Mais en gros, voilà, il semblerait que, du point de vue de la culture, le maïs, la courge et le piment et les haricots soient assez complémentaires en matière de qui grimpe sur les autres et qui profite, j'imagine, de l'ensoleillement et ou des minéraux. Donc, le génie agricole maya, il repose sur une culture. Donc ça, ils le font en terrasse et ils le font aussi sur brûlis, c'est-à-dire avec le principe de la jachère aussi, qui est inventé, c'est-à-dire des terres qui se reposent et les paysans agriculteurs qui sont probablement occupés à d'autres tâches pendant que leur brûlis est en jachère, comme on le verra à la suite. Tout ça, il faut savoir que ça se fait donc sur le plan, on va dire un petit peu de l'environnement immédiat, dans la forêt tropicale, qui peut être relativement dense dans ce coin-là de l'Amérique centrale, qui est défrichée relativement dans la construction des grandes cités. Et ça se fait de manière aussi très décentralisée, correspondant un peu quand même aux définitions que Tim a discuté tout à l'heure, de manière très décentralisée avec des unités d'habitat qui, en fait, gèrent et génèrent leur propre subsistance et probablement un surproduit pour nourrir des gens qui, eux, ne sont pas paysans ou agriculteurs. Alors, vous voyez, il faut pas s'imaginer, comme on peut en voir aujourd'hui, des immenses champs de maïs, que les Mayas auraient cultivé de cette manière-là. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus décentralisé. C'est de la culture en terrasse. C'est beaucoup plus petit, disséminé dans la totalité des villes, parce qu'il s'agit de s'adapter à cette forêt tropicale. Idem, il y a un élevage de sources de protéines très variées, avec des petits mammifères, des castors, des pécaris, des daims surtout, qui sont donc chassés puis élevés pour assurer des sources de protéines très très variées aux populations. Donc voilà, je disais, pas de grand champ de maïs, pas de grand système hydraulique non plus. À chaque fois, on a des citernes. Il semblerait parce que l'histoire des grands systèmes hydrauliques a une certaine importance dans la manière dont on va discuter du mode de production asiatique parmi les marxistes. Ici, c'est pas le cas. Là-dessus, c'est pas le cas. C'est plutôt des citernes qui recueillent les eaux de pluie, parce que par ailleurs, le sol est très calcaire dans la péninsule du Yucatan, et voilà, les eaux ont tendance à s'infiltrer avec les cénotes là qui font le bonheur des touristes du secteur. Mais en gros, pareil, les citernes, c'est plutôt chaque unité d'habitation dans laquelle vivent plusieurs familles a plutôt sa petite citerne qu'un grand système hydraulique centralisé et géré par une caste quelconque. Donc là, on n'a pas trace, en tout cas, de propriété privée de la terre, dans la mesure où ce qu'on retrouve plutôt, c'est des citernes, des potagers à l'échelle des unités d'habitat. Vas-y. Donc, sur la suite de notre plan, on va discuter maintenant des différenciations sociales et qu'est-ce que cette révolution néolithique-là a induit en termes de différenciation sociale et de structure étatique à la suite. Donc, pas de preuve de propriété individuelle de la terre, pas de preuve non plus de rôle dans l'organisation de la production agricole d'une couche sociale qui, par contre, dont une couche sociale de dirigeants prêtres, dont ça, on a par contre énormément de preuves. Donc, ces dirigeants prêtres organisent la vie civile autour de grandes célébrations religieuses. Donc, c'est ce que notamment Arthur Desmarais va définir comme étant des états-théâtres, en ce sens qu'il y a une théâtralisation, de la vie des élites, des dirigeants, des grandes fêtes religieuses pour démontrer leur pouvoir sur leur population. C'est un pouvoir dynastique, patriarcal, dynastique, avec des alliances entre les cités-États, de la polygamie, des choses qu'on voit aussi dans beaucoup d'autres endroits dans cette période-là et dans d'autres périodes. Mais je vous disais, si on n'a pas de preuve d'intervention directe de ces dynasties dirigeantes-là dans l'organisation de la production, parce qu'elle est très décentralisée, on trouve quand même dans beaucoup de cités-États un espèce de monopole, on pourrait dire, sur le commerce sur le commerce de luxe,
en particulier le jade, qui est extrêmement prisé comme matériau de luxe par les Mayas, l'obsidienne, le cacao aussi, qui vient de là-bas, dont les fèves peuvent servir aussi de monnaie, et aussi certaines étoffes. Donc quand même, s'agissant du commerce de luxe, c'est quand même ces élites dirigeantes-là qui s'en occupent, qui gèrent les réseaux commerciaux qu'il peut y avoir entre les différentes cités-États. Alors malgré donc ces caractéristiques un peu particulières et pas de propriété individuelle, je disais, des constructions monumentales, voilà, donc là vous avez Tikal. Juste avant, c'était Palenque, à la fois des pyramides et aussi des palais dans lesquels vivent ces élites, ces dirigeants, prêtres, chamans, avec beaucoup de glyphes, de représentations, des glyphes, donc de l'écriture maya, un peu partout sur ces monuments, qui va nous permettre d'en savoir plus. Au bas de ces monuments, souvent il y a des plus ou moins grandes stèles, parce qu'on comprendra à chaque fois que chaque stèle correspond à la biographie d'un des grands dirigeants, avec des dates, des événements, des morts, des guerres et tout ça. Alors, ces grands palais, ces grandes pyramides sont construits donc au cœur des villes. C'est pareil, ça fait vraiment le noyau religieux vers lequel, en fait, il y a des unités d'habitat plus modestes, qui n'ont pas laissé de traces, parce que souvent elles étaient plutôt en bois et en terre séchée, quoi. Et donc en plus dans l'environnement là-bas, ça laisse vraiment très très peu de traces, et qui sont elles beaucoup plus périphériques à ces grands monuments qui sont centraux et où vivent et où célèbrent donc leur état-théâtre les Kubulan, Ajao comme on dit dans la langue maya. Alors pour construire quand même ce type de réalisation, il y avait forcément un assentiment et une force de travail considérable parmi les populations modestes autour. Est-ce qu'il y avait, on ne sait pas trop dire encore s'il y avait des spécialistes ouvriers, des architectes, des artisans, ou si c'était des agriculteurs dont la milpa est en jachère. Vous voyez, ça c'est un peu les hypothèses. Bon, comme souvent, il y aura sans doute un peu de tout, et puis ça va dépendre aussi de chaque cité-État. Alors sur ces États, c'est des États très forts et autocratiques, qui est basé sur le prestige des dirigeants prêtres. Alors moi je les appelle comme ça. Il y a d'autres traductions où on parle de roi divin. Enfin tous les termes qui correspondent à la noblesse et à la monarchie sont un peu problématiques au vu du type de société à laquelle parce que ça peut faire référence dans notre esprit à nous d'occidentaux à des trucs qui sont pas très justes par rapport à la manière dont ces sociétés-là se sont développées. Ça va jusque dans le nom là que je vous ai déjà dit de Kuhul Hajao. Les Hajao, ça veut juste dire dirigeant, quoi. Des fois on traduit par seigneur, mais ça veut pas dire vraiment roi au sens que nous on peut mettre derrière roi. Le préfixe la Kuhul, par contre, signifie la personnification divine dans l'individu. Il y a des Ajao qui sont pas Kuhul, pour le dire comme ça. Du coup, c'est peut-être un raccourci de traduction et d'interprétation de les nommer rois divins. Voilà, on peut parler de sorciers, de prêtres, de chamans. Aujourd'hui, les Mayas qui continuent à exercer un certain nombre de ces rituels et de bénéficier de ce prestige-là sont plutôt appelés des responsables du rituel ou des sorciers ou des choses comme ça. Voilà. Donc attention à l'emploi de la noblesse pour cette élite dirigeante-là, qui peut être un peu anachronique ou ahistorique, quoi. Donc évidemment, on sait bien plus, enfin évidemment, il sait malheureusement comme ça, on sait bien plus sur la manière de vivre des dynasties dirigeantes que sur les gens du commun, les agriculteurs beaucoup, les artisans sans doute un petit peu. Du fait de l'épigraphie, c'est-à-dire ce qu'on a retrouvé en termes d'écriture et ce qu'on a réussi à en déchiffrer. Même si c'est pas tout à fait complet, mais quand même maintenant quand on tombe sur des sites mayas, on arrive quand même à déchiffrer un bon pourcentage de ce qui est inscrit sur les palais et les pyramides.
idem, on a le même problème, c'est qu'il y avait aussi des glyphes et des inscriptions sur des linteaux de bois qui, eux, ont disparu. On retrouve que ce qui a été vraiment gravé dans la pierre. Et ces glyphes, ces inscriptions retracent beaucoup l'histoire des élites, évidemment. Donc ça, oui, ça illustre en gros, c'est la technique LIDAR qui avec l'avion, enfin le survol quoi des territoires permet avec un laser et après pareil pour des raisons scientifiques que je peux pas vous expliquer, on voit beaucoup mieux les traces de la périphérie, si vous voulez, des cités mayas, où on arrive à comprendre que une ville comme Tikal, que j'ai montré en photo juste avant, pouvait faire, je crois, c'est 125 km², c'est-à-dire c'est un peu plus grand que l'actuel Paris, bon pas avec la densité de Paris, hein. Mais on estime, en voyant avec le LIDAR les habitats des gens modestes, que ça a pu monter à quelques dizaines de milliers d'habitants, probablement entre 50 000 et 100 000 pour les cités les plus développées et les plus peuplées. L'image d'après, donc, c'est les glyphes dont j'étais en train de parler, qui nous racontent beaucoup l'histoire, donc je vous disais, des élites, par le biais des stèles, par le biais des inscriptions qu'il y a sur les habitations. Alors il y avait sans doute, pour finir sur la description des différenciations sociales dans cette société, il y avait sans doute par exemple des scribes, des gens qui sont des véritables artistes dans leur capacité à jamais répéter 2 fois le même glyphe. On a mis à peu près plusieurs dizaines d'années, quasiment 100 ans, à comprendre l'alphabet maya, qui n'est pas un alphabet, en fait, qui combine à la fois un alphabet phonétique, chose qu'on connaît, et des glyphes, comme un peu les hiéroglyphes égyptiens, qui eux dessinent plutôt des concepts. Et là où c'était pas une lecture très administrative ou très usuelle pour tout le monde, c'est qu'ils n'avaient pas du tout répété le même glyphe, ils avaient pour dire la même chose, ils avaient bien les combiner, les recombiner en permanence et tout ça. Donc vous voyez que c'est quand même des gens qui, a priori, au vu de l'état de développement de la société, ne faisaient que ça, ou à peu près que ça, que d'écrire, de graver des glyphes. On imagine bien que ces couches, comme les artisans, les architectes qui ont construit, les astrologues, les astronomes, on imagine bien que ces couches sociales étaient plus proches des dynasties dirigeantes que des gens du commun, mais elles n'en faisaient pas directement partie. Alors, on en parlera, mais au poste classique, il semble que ces catégories de la population participent un peu davantage du pouvoir et se mettent en place des systèmes plus oligarchiques que autocratiques, comme on a vu à la période du classique. Et donc, du coup, là, je repasse la parole à Kim sur cette question de la différenciation sociale. Ouais. Quelques milliers de kilomètres de voyage. On repart en Chine. En moins 1000, c'est sur la frise. On a la dynastie des Shang, qui sont une des premières dynasties royales. Alors, c'est mythique, c'est preuves de son existence, c'est pas forcément toujours avéré, etc. Mais ensuite, tout au cours du premier millénaire, on va avoir un déclin et une fragmentation du pouvoir royal, avec une multiplicité des royaumes-États qui vont être dirigés plutôt par des seigneurs. C'est un millénaire, le premier millénaire en Jésus-Christ, où il y a des bouleversements énormes. Par exemple, on arrête de défricher, on va remplacer par des champs irrigués, on va inventer la charrue attelée, c'est la découverte du travail du fer, etc. Mais du point de vue politique, on va surtout avoir un temps de guerre qui vont pousser, après cette fragmentation, plutôt au contraire, à l'annexation d'États par d'autres, jusqu'à en fait l'unification de la Chine à travers l'État des Qin, qui était un État en fait parmi tous les royaumes-États, qui va prendre finalement le contrôle de l'entièreté du pays. L'entièreté du pays, c'est la Chine plus réduite que ce qu'elle est maintenant, mais ça représente déjà un territoire assez énorme. Ça se passe en 211 avant Jésus-Christ. Ça c'est le premier empereur, une représentation du premier empereur chinois. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que c'est pas juste un changement cosmétique où on remplace un monarque par un autre. Il y a un bouleversement d'ampleur en fait qui s'érige à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'État des Qin, en fait, il va donner le rôle clé à la famille paysanne individuelle justement, lui permettant de posséder la terre, au moins d'avoir l'usufruit plutôt, et de payer des impôts directement à l'État, avec des corvées au service de l'État, et plus au bénéfice du seigneur local. C'est directement une intercession entre l'État et la communauté familiale.
Pendant la Chine impériale, et ça va être un trait en fait qui va, alors, on va avoir des fluctuations, mais qui va rester en fait fondamental. L'économie agraire est organisée principalement autour de la communauté familiale, qui va avoir cet usufruit du sol, garanti par l'État, qui va être le propriétaire du sol, et qui va s'accaparer le surproduit à travers l'impôt. Alors l'impôt souvent en nature, hein, c'est du blé, du millet, du riz, etc. Ces paysans, ils sont par ailleurs mobilisables en cas de guerre ou de grands travaux à réaliser, qui parfois prennent des décennies, et c'est des centaines de milliers de personnes qui sont utilisées pour ça. D'ailleurs, ils utilisaient aussi, au moins au début, les moments de jachère aussi, pareil, pour en fait, accaparer la main-d'œuvre. Ces communautés locales, un peu autarciques, elles développent aussi certaines formes d'artisanat autosuffisant. Par exemple, pour se vêtir, en fait, c'est directement dans la communauté familiale où vous allez avoir toutes les étapes du processus de production, avec une division du travail peu poussée, en fait, à l'échelle de la société. Mais les conditions même de cette production familiale, et ça va être le point important pour comprendre un peu le système politique de la Chine impériale, va être uniquement rendu possible grâce à la présence des fonctionnaires d'État. Ce qu'on va appeler après, mais c'est en fait le terme est beaucoup plus tardif, les mandarins. C'est une élite, alors qui est improductive en tant que telle, mais qui va en fait tirer sa force de sa fonction, en fait, au moins à un moment donné de l'histoire socialement nécessaire, de coordonner, surveiller, diriger, encadrer en fait le travail productif des autres. Se met donc en place un appareil d'État ultra centralisé, avec ces communautés locales qui, pour le coup, elles, sont décentralisées, avec des fonctionnaires qui vont lever l'impôt, diriger la conscription militaire, les grands travaux, gérer le recensement, mettre en place le calendrier, gérer le commerce, les rites, la justice. En gros, pour toute activité sociale ou économique, il y a un fonctionnaire, un commissaire qui va être en charge. Et ça, à tous les échelons du territoire, du magistrat local, qui a dans tout, en fait... alors, dans la carte, en fait... non, on remet le... Bon, on voit pas, mais il y a une carte à côté. Elle est passée, mais en fait, il y a déjà des principautés, en fait, légales, quoi, avec quasiment des formes de départements. Il y a le magistrat local, on l'appelle le père-mère des gens. Donc, on reprend un peu un modèle patriarcal aussi, hein, pour légitimer cette autorité. Jusqu'à l'empereur, en fait, vous avez tout un tas d'échelons du fonctionnariat et des fonctionnaires lettrés. Pendant cette première dynastie, on standardise aussi les poids et les mesures. On adopte une seule monnaie, une seule écriture. Enfin voilà, c'est ce moment-là de la première unification réelle de la Chine. Ces fonctionnaires, qui vont du coup avoir un rôle social particulièrement important et un pouvoir ultra fort, ils sont au début souvent recrutés par recommandation ou cooptation. Puis, en fait, au fur et à mesure, mais c'est aussi pareil un peu plus tardif, va être mis en place un système des examens au cours, c'est plutôt en 600 après Jésus-Christ. C'est un système où théoriquement d'accès libre, hein, où tout le monde peut se présenter, et il y a plein de niveaux différents. Et plus vous réussissez l'examen, plus vous allez rentrer haut dans l'appareil d'État. Théoriquement d'accès libre, mais dans les faits, bien sûr, beaucoup sont ceux qui peuvent avoir une éducation poussée, etc. Donc les enfants des fonctionnaires lettrés et des plus riches qui, en fait, essaient de transformer un peu leur capital en position dans l'appareil d'État. Donc sur le modèle de propriété, c'est celui-là qui est massif et qui est le plus structurel. On a néanmoins, dans cette organisation-là, entre comités locaux qui ont usufruit et l'État qui derrière chapeaute, des formes de propriété privée qui apparaissent un peu par poche, à la fois issues des grands clans locaux et de marchands enrichis. Souvent, c'est une propriété qui est acquise à travers votre position de fonctionnaire elle-même, parce que l'État, en échange, il va vous donner un lopin de terre. Alors souvent, pas à l'endroit d'où vous êtes né, où vous êtes issu, pour éviter en fait justement la construction de baronnies locales. Mais il va vous donner une terre ailleurs, vous allez pouvoir en fait faire travailler par des paysans et vous êtes exempté d'impôts, ce qui est en fait énorme dans le cas de la Chine. C'est une forme de propriété privée pas forcément si stabilisée dans le temps. Par exemple, en cas de changement de dynastie ou de réforme impériale, bah pareil, vous pouvez perdre votre terre. Et ces terres sont cultivées par des paysans qui sont souvent pris à la gorge par le fisc impérial, parce que en fait tous les ans vous avez un collecteur des impôts qui arrive et vous devez lui donner une partie de votre récolte. Et du coup, ces paysans qui sont complètement pris à la gorge peuvent en profiter pour échapper au fisc en essayant de se mettre au service d'un propriétaire privé. Parce que là, en fait, souvent, vous allez pas payer l'impôt dans ce cas-là. Important aussi comme trait de la structure sociale, on a une forme d'enchevêtrement très poussée entre cette forme de noblesse un peu terrienne, ces propriétaires fonciers. Les historiens de la Chine ils parlent de gentry, mais bon, c'est pas forcément le terme le plus adéquat. Enchevêtrement entre ces propriétaires fonciers et les fonctionnaires d'État,
Parce que les uns, en fait, vont chercher à avoir des postes dans l'appareil d'État, et en sachant que votre prestige social et la garantie d'une position de pouvoir, elles viennent avant tout de votre position dans l'État. Contrairement, voilà, je dis ça pour occasionner des discussions. On a aussi des formes d'esclavage individuel. Bon, on a un peu parfois des images de la Chine impériale avec plein de serviteurs et tout. Ça existe, mais c'est pas du tout au cœur du mode de production de cette civilisation agricole. Pareil, il y a des marchands qui vont se développer au cours de toute la Chine impériale, mais c'est un commerce qui va surtout concerner les produits de l'industrie du luxe dans le pays aussi bien qu'à l'étranger. Et c'est un développement qui va toujours être sous l'œil et le contrôle de l'État. Il y a des licences, des réglementations, des taxes, des monopoles, par exemple sur le sel et le fer pendant longtemps, et la propriété du sol, que ce soit fondamentalement gardé par l'État. Donc par exemple, si vous voulez ouvrir un local commercial, c'est à l'État qu'il faut s'adresser. Les marchands, ils sont super mal vus, ils sont exclus souvent des fonctions officielles. Par exemple, à un moment donné, on les interdit de porter des manteaux de soie pour faire étalage de leur richesse. Et on reviendra après sur le rôle de la religion, mais ils sont vraiment en bas de l'échelle sociale, enfin considérés comme en bas de l'échelle sociale. Ce qui incarne ça, en fait, le mieux, c'est la ville chinoise. Tu peux passer. Contrairement à ce qu'on peut avoir dans certaines villes européennes médiévales, elle va avoir aucune autonomie politique. Elle est dirigée par un fonctionnaire impérial et elle va être structurée comme une extension de l'ordre impérial qui veut se faire respecter. Donc ça, c'est le plan de Chang'an. Alors, désolé, c'est 1 million d'habitants, pas les quelques dizaines de milliers dont tu parlais. 108 quartiers, entourés de murs. Et c'est une ville qui date des années de la dynastie Tang, dans les années 700, quoi, après Jésus-Christ. Il n'y a pas d'équivalent en fait à l'échelle de l'humanité de ville aussi grande à ce moment-là. Voilà, donc c'est d'autres échelles aussi de mesure. Mais cette ville-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le palais impérial au nord, directement en dessous les fonctions administratives au milieu. Le palais impérial, personne n'y rentre, c'est comme la cité interdite à Pékin, c'est uniquement pour les représentants de l'ordre impérial. Les zones marchandes, en fait, vous n'êtes plus en périphérie. Ils vont être surveillés. Il y a des couvre-feux pendant longtemps, vous n'avez pas le droit de sortir la nuit, des certificats de résidence, toujours entourés de murs. Donc en fait, il y a vraiment une mise sous contrôle de cette ville qui est pas du tout une forme de franchise où se développerait une forme de contre-feu au pouvoir impérial. C'est au contraire l'émanation du pouvoir impérial. Et qui montre ce rôle à la fois indispensable dans l'économie des marchands et en même temps politiquement assigné tout au cours du développement de la Chine impériale. Tu peux passer. Ce qui va être particulièrement important dans les sociétés là qu'on examine, ça va être le poids de la religion et l'idéologie qui vont venir légitimer ce système en place et cette forme en fait de pouvoir. Dans le cas de la Chine, tu peux passer. Ouais, c'est bon. Au début, dans la Chine antique, bien sûr, on a une religion très reliée à une civilisation agricole. Donc, c'est les dieux du sol. Il y a un souverain millet du nom de la plante. Les rites, ils suivent le rite des travaux du champ. Avec un culte des ancêtres qui vraiment s'entremêle à ce culte agraire. Mais avec la mise en place de l'Empire, en fait, on va avoir une forme de fin des dieux personnels au profit de forces beaucoup plus impersonnelles. Par exemple, le seigneur un peu, le boss ultime, c'est le seigneur d'en haut, il devient juste le ciel. Le souverain terre, il devient juste la terre. Et surtout, en fait, on va assister à une forme de monopolisation de l'intercession avec le ciel, qui va être très reliée, du coup, justement, à l'existence d'un État centralisé omnipotent, représenté fondamentalement par l'empereur. L'empereur est fils du ciel, il va recevoir le mandat du ciel afin de maintenir l'harmonie entre le ciel, la terre et l'humanité tout entière. C'est ça qui va légitimer le rôle de l'empereur et son rôle de chef religieux, qui va diriger des cérémonies pour apaiser les divinités, les ancêtres et maintenir l'équilibre cosmique. Donc par exemple, il y a des grandes cérémonies, là c'est un des temples du ciel à Pékin, où chaque année, alors c'est pas forcément à Pékin, la capitale elle change au fur et à mesure, mais on appelle chaque année le sacrifice au ciel, où l'empereur vient seul, et il prend un bœuf et le sacrifie en l'honneur de son père, qui du coup est le ciel, vu qu'il est fils du ciel. Intéressant dans cette histoire de mandat, par contre, c'est que il a le mandat du ciel, donc un mandat, il peut être retiré. Ainsi, si par exemple il y a une mauvaise récolte, ou des catastrophes naturelles, ou un mécontentement social, ça sera interprété, souvent a posteriori, comme le signe qu'un empereur a perdu le mandat du ciel, et qui du coup il faut le remplacer. C'est intéressant car ça permet de reverser les dynasties, tout en faisant perdurer la fonction impériale de fils du ciel et qui reçoit le mandat du ciel, avec un système idéologique qui va endogéniser le changement dans sa lecture du monde. Pas de problème qu'un empereur se fasse destituer, vu que c'est juste, on va légitimer en disant il a perdu le mandat, et il faut le donner à quelqu'un d'autre.
Autre point intéressant qui montre ce reflet quand même de la structure sociale dans la structure idéologique et religieuse, le panthéon divin c'est organisé comme une bureaucratie céleste. À l'exemple de la bureaucratie qu'il y a dans l'Empire, vous allez avoir un État carrément avec des dieux qui ont des fonctions, des ministères, parfois c'est des mandarins, etc. Donc on va rejouer en fait ce qui se passe sur Terre dans le ciel. Cette religion chinoise va être très très influencée par ce monsieur qui s'appelle Confucius. Donc lui, il est plutôt de moins 500 avant Jésus-Christ, mais le poids qu'il aura, c'est pas tellement de son vivant, c'est bien plus tard, quand le confucianisme sera établi comme religion d'État. Donc c'est plutôt à partir de la dynastie Han, donc au tournant entre moins 200 et 200 après Jésus-Christ. L'élite des fonctionnaires lettrés, dont j'ai déjà parlé, elle est sélectionnée en fait, sa maîtrise des textes confucianistes et qui vont servir à légitimer l'ordre social. Confucianisme, nous souvent en Occident, parfois on pense que c'est une sorte de truc où l'harmonie, l'apaisement, le recueillement sur soi-même, etc. En fait, c'est pas du tout ça, ou pas que ça en tout cas, parce que c'est tout un corpus de textes qui va complètement sacraliser la hiérarchie sociale inégalitaire. Bon, le truc le plus important, c'est la piété filiale, et donc par extension la loyauté envers l'empereur, qui est un peu le père de tous. Chaque individu doit tenir son rôle avec respect et discipline. Confucius, quand on l'interroge sur quel est le meilleur art de gouverner, il répond que le prince soit prince, le sujet sujet, le père père, le fils fils. Donc ça donne un petit peu le tableau. Les marchands, dans le confucianisme, ils sont vus comme tout en bas de l'échelle et comme corrupteurs et non productifs. L'âge d'or qu'il s'agirait de faire renaître à chaque fois, d'ailleurs ça montre que les références plutôt dans le passé, on veut faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. C'est une réforme agraire plus égalitaire où ces méchants propriétaires privés seraient vraiment enlevés de la carte, et tout ça géré bien sûr par des fonctionnaires lettrés. Donc on a vraiment tout ce système idéologique qui va avoir un poids ultra important, qui va légitimer en permanence cet ordre social. J'y reviens pas, mais on a aussi le développement du taoïsme et du bouddhisme, avec des formes de syncrétisme entre tout ça, mais c'est vraiment le confucianisme qui va servir de religion d'État avant tout. Ouais, alors on va continuer. Vous savez, nous les marxistes, on surestime l'économie, on ne parle jamais d'idéologie ni de religion, donc on va continuer à en parler un peu. Non, mais là, c'est un peu les traits communs quand même. Chez les Mayas, le poids de la religion dans la légitimation des élites sociales, il est immense. C'est donc une religion polythéiste dont les rois, les dirigeants mayas, les Kulajo, sont à la fois les garants et les incarnations directes. Pareil, là, il y a du droit divin qui s'exprime de cette manière-là. Malgré tout, le panthéon est extrêmement multiple. Les points cardinaux sont divinisés. Il y a de l'animisme. Les Kulajo sont associés très souvent, notamment les plus éminents d'entre eux, à des animaux, en particulier le jaguar. Les événements météo sont divinisés, les lieux sont divinisés, tout est un peu divinisé, quoi. Il y a aussi une grande vénération pour les ancêtres, y compris chez les personnes modestes, parce qu'on voit ça en voyant que tous les morts sont inhumés à même les demeures, souvent dans les soubassements des maisons. Ça fait que vraiment les morts restent, les morts et les ancêtres, et la lignée, si on peut dire, restent proches de la maison des uns et des autres. Il en va de même, je veux dire, du palais des élites aux maisons plus modestes des simples paysans. Donc l'homme, c'est un intervenant dans tout cet univers, au milieu de tant d'autres. Les pyramides, c'est des portes d'entrée vers les cieux, tandis que les terrains de jeux de balles sont les portes d'entrée vers l'inframonde, plutôt. Donc il y a cette conception avec un inframonde, la terre réelle sur laquelle on vit, et un monde plus céleste. Parce que les pyramides, c'est pas des tombeaux chez les Mayas, c'est plutôt des lieux sur lesquels se juchent nos seigneurs divins là, pour faire des grandes célébrations manifester leur pouvoir, et probablement que la population manifeste son amour pour lui. Ces grandes célébrations,
elle se déroule avec des automutilations des dirigeants, parce que leur sang est sacré. Donc là, c'est la représentation qu'on a. Donc vous avez debout un Kurajo qui se fait, là en l'occurrence, percer le pénis par une espèce de ronce, là, vous voyez, avec plein d'épines. Et donc le prêtre d'à côté recueille le sang, fait brûler de l'encens dedans parce que ce sang-là est sacré. Alors il n'y avait pas que le pénis, il y avait les lobes d'oreille, la langue, tout un tas d'autres parties du corps qui pouvaient être comme ça mutilées pour célébrer le caractère sacré du sang des dirigeants. Il y a aussi beaucoup de sacrifices animaux, parfois des sacrifices humains, plutôt des ennemis vaincus. Et il y a aussi, dans la construction des bâtiments, tout un tas d'offrandes qui sont faites au moment de la construction du bâtiment, mais aussi dans les célébrations qui reviennent de manière cyclique, où on offre de la nourriture, des objets, de l'encens. On essaye de complaire aux 5 sens du dieu ou des dieux qui vont protéger donc le lieu, parce que la religion est aussi très attachée au lieu. Dans ces grandes célébrations, on a aussi de la danse, de la musique, voilà, tout ce qu'il faut pour bien faire la fête. Alors, ce qui est hyper important dans la religion maya, c'est le calendrier. Hein, les Mayas, ils vont obtenir des résultats astronomiques par rapport au niveau de connaissance disponible à ce moment-là, tout à fait spectaculaire. Même si, chez eux, la distinction astronomie-astrologie, elle est un peu difficile à établir de manière claire, parce que, justement, tout est un peu sacré, quoi. Hein, à chaque quasiment jour correspond un type de célébration, un type de présage, bon ou mauvais, qui lui est associé. Je disais, ces célébrations, elles sont dictées par le calendrier. Hein, on a un système cyclique, de vision du temps. Donc en fait, même quand il n'y a pas spécialement de guerre prévue, si on célèbre une guerre qui a eu lieu 20 ans avant, on va quand même déclarer la guerre parce que les dieux, c'est-à-dire le calendrier, l'exigent. Idem pour des avènements, idem pour des mariages, idem pour des choses comme ça. D'accord ? Donc le calendrier, il est basé sur un système arithmétique aussi qui est très vigésimal, qui est très performant pour l'époque. Je disais, voilà, donc là, je disais, le calendrier, il est organisé avec deux roues qui s'articulent comme ça, avec un calendrier qui nous est un peu familier de 365 jours, hein, un calendrier solaire. Donc ils ne se sont trompés que du 0,25 hein, des années bissextiles, quoi. Hein, sinon ils ont un calendrier solaire qui est fiable, qui est donc divisé en 18 mois, si on peut dire, de 20 jours, plus 5 jours qui sont marqués spécialement. Et ça s'articule avec l'autre calendrier, Totskil, qui lui est plutôt un almanach religieux, où là vous avez 260 jours, qui sont pareil, divisés en 13, c'est 13 fois 20, quoi, et ça fait un cycle de 260 jours. Et donc vous voyez que chaque jour, à chaque jour, si vous voulez, solaire, on va dire, du calendrier Hab, il s'appelle, correspond un autre jour, donc plutôt allié à l'almanach religieux. Tout ça donc fait des cycles dans lesquels le nombre 20 est très important, avec, je disais, hein, les célébrations qui reviennent tous les environ 20 ans, un peu moins, qu'on appelle donc des Katoun, sachant qu'une année c'est Toun, donc 20 années c'est Katoun, et donc tous les Katoun, il y a ces célébrations, hein, tous les 20 ans. Et après, pour plutôt l'histoire, on va dire, écrire l'histoire, eh bien, les Mayas parlent de Baktoun, c'est-à-dire 20 Katoun, 20 fois 20. Là, on a une période de 400 ans environ, qui permet de remonter le temps. Et d'ailleurs, on a trouvé, hein, en faisant la correspondance entre les différents calendriers, que du coup, la civilisation, en tout cas le calendrier maya, commence un beau jour d'été en moins 3100 et quelques. Ce qui, par ailleurs, correspond à peu près quand même aux périodes du préclassique que les archéologues ont trouvé après, avec des datations d'un autre type, quoi.
Pour l'anecdote, hein, la blague, vous savez, du 21 décembre 2012, là, qui devait être la fin du monde, c'était juste dans le calendrier Maya, c'était juste en fait la fin d'un Baktoun, c'est-à-dire d'une période de 400 ans. Dans leur, je sais pas, dans leur religion, dans leur imaginaire, c'était pas du tout la fin du monde. Hein, ça a permis de faire des blockbusters à Hollywood, mais c'était plutôt exactement le contraire. C'est la fin d'un monde, mais en même temps le recommencement d'un autre dans une vision cyclique du temps, quoi. Donc c'est pas du tout la fin du monde. Donc un État très fort, très religieux et autocratique, mais qui réduit à chaque fois à l'échelle insuffisante d'une cité qui ne comporte pas des millions d'habitants, comme le faisait remarquer Tim. Quand bien même, hein, les éléments culturels et idéologiques, même en différentes langues, sont très cohérents et permettent de déterminer une ère maya qui est, elle, plutôt une invention occidentale. Eux, ils n'avaient pas tellement l'impression d'être tous des mayas, vu qu'ils se, quand même, foutaient sur la gueule extrêmement régulièrement. Alors, si tu avances un petit peu... On arrive à notre 4e question. Quel blocage à l'œuvre dans l'évolution du mode de production? Donc là, on va rentrer dans cette discussion-là. Bon, s'agissant des Mayas, on a beaucoup de blocages, on va dire, déjà géophysiques, un peu par rapport à l'endroit où ils sont et où ils ont fait fleurir leur société. Par exemple, par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres sociétés, il n'y a pas de fleuves. Alors, il y a des fleuves, mais plutôt dans la partie occidentale de la péninsule du Yucatan, et qui peuvent pas être utilisés en tant que voie commerciale, parce que c'est des fleuves un peu dans la jungle. Le problème des reliefs karstiques, avec l'impossibilité de construire des grands systèmes hydrauliques, et donc la forêt tropicale, hein, qui en fait encadre tout ça. Des blocages technologiques, si on peut dire, hein, même si on a vu que dans certains aspects, les Mayas faisaient tout à fait concurrence à leurs contemporains sous d'autres cieux. Les Mayas n'ont pas inventé la roue, mais c'est un peu normal parce qu'ils n'ont pas non plus des voies de communication tout à fait dans lesquelles la roue serait utile. En fait, on a retrouvé des jouets destinés aux enfants sur lesquels il y a des roues. Mais ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas fait de charrettes, de choses comme ça, qui ont été pourtant assez importants dans le développement d'autres sociétés. Les routes, les voies commerciales ne sont pas non plus très spectaculaires, elles existent, mais voilà. C'est pas des échanges commerciaux très intenses. Il y a le problème autour du métal, ça veut dire là c'est pareil, c'est un peu comme la roue. Ils ont trouvé le métal, ils se sont mis à l'utiliser, mais pas tellement à le travailler. Il n'y a pas d'alliage, il n'y a pas de bronze et il n'y a pas et encore moins de fer. Donc c'est ce qui fait que les mayanistes là sont considérés comme des préhistoriens, parce que si on dit, vous voyez, si on prend les étapes âge de bronze et ainsi de suite, les Mayas rentrent pas là-dedans, quoi. Donc ce seraient des hommes préhistoriques. Bon, on voit bien que non. Hein. Aussi, un autre truc un peu géophysique, on va dire, c'est qui a induit un retard technologique, c'est qu'il n'y avait pas des grands mammifères. Ils ont jamais élevé des trucs comme des vaches, des chevaux, parce que d'abord, il n'y en avait pas. Alors pourquoi il n'y avait pas de ces animaux-là en Amérique et en Amérique centrale? Il semble quand même que pour le coup, les chasseurs-cueilleurs américains, qu'on appelle parfois paléo-indiens, ce qui est là aussi un terme qui pose problème, parce qu'ils sont ni paléo ni indiens, mais bon, c'est pour qu'on se comprenne, ont été très performants au niveau de la chasse et ont absolument dégommé tous les mammifères qui auraient pu faire fonction, je ne sais pas, de vaches ou de chevaux. Et au moment des Mayas, là, à ce moment-là, au moment de l'âge classique en tout cas, il n'en reste plus, quoi. Mais surtout, l'obstacle dans le développement de cette société maya, il est d'ordre, on va dire, politique, parce que, contrairement à la Chine, il n'y aura jamais d'empire maya centralisé. Pas tellement de capitale, hein, plus exactement, énormément de guerres entre cités-États concurrentes, dont aucune de ces guerres ne débouchera sur la victoire décisive de l'une sur les autres, ou alors pas assez longtemps pour aboutir à la création d'un véritable empire. Notamment, pendant tout cet âge classique, il y a une concurrence très forte entre la ville de Tikal et celle de Calakmul, en fait, il y a des victoires successives de l'une sur l'autre,
mais qui permettent jamais à Tikal, qui était, on va dire, qui est au Guatemala actuel et en plein centre des basses terres mayas, là, qui avait un peu les caractéristiques pour devenir cette capitale impériale. Eh ben, le problème, c'est que Calakmul parvient à se venger et à mettre à sac donc Tikal, à éradiquer la dynastie régnante à ce moment-là et tout ça. Donc à ce moment-là, on n'était peut-être pas loin de la création d'un empire maya, mais il n'est pas advenu, restant, enfin voilà, interrompant aussi une possible évolution du mode de production pour parler en ces termes-là. Voilà, ça j'ai dit. J'essaye de passer parce qu'on va dépasser sinon. Hein. Ouais, donc bon, par rapport à et puis donc en fait à l'issue de cet âge classique, il y a donc l'abandon des cités mayas qui sera souvent qualifié d'effondrement. Donc qui, vous savez, intervient bien avant la conquête par les Espagnols, qui est, enfin, entre 5 et 600 ans avant, vu que c'est un peu avant l'an 1000. Et donc là, c'est probablement un abandon de ces cités suite à un manque de confiance dans ces élites, un moment justement avec le poids de la religion que semblait incarner cette élite dirigeante. Incarner aussi la stabilité totale du monde. À partir du moment où les problèmes s'accumulaient dans la conduite de la société, très probablement, on s'est débarrassé de ces élites. En tout cas, on a abandonné les cités. Et en fait, les Mayas ne reconnaîtront jamais une apogée à ce point proche de la constitution d'un empire maya. Alors il y a plein d'explications en fait qui permettent d'aboutir à ce que tout le monde s'accorde quand même pour reconnaître comme étant à minima des troubles sociaux, comme on dit, des changements climatiques, là aussi, des sécheresses, un épuisement dû aux guerres. La polygamie aussi, qui a le petit désavantage de créer énormément de prétendants au trône, divers et variés, même quand les cités font alliance. À force d'avoir énormément de prétendants au trône pour des trônes différents, ça finit par reconduire des guerres, même pour des cités qui étaient plutôt alliées et qui se mariaient entre elles, quoi. Donc cette grande perte de confiance dans les élites a probablement sonné le glas par l'abandon des cités, parce que le pouvoir était quand même très incarné par la cité elle-même, par les constructions. C'est-à-dire qu'il y avait tout était un peu confondu entre le Kulajo, en gros sa pyramide, son palais et les paysans autour. À partir du moment où les paysans ne reconnaissent plus cette personne-là comme étant l'incarnation de la stabilité du monde, ils se barrent soit dans une autre ville, soit ailleurs dans la forêt, et la cité est rendue à la jungle. On n'arrive pas trop à prouver qu'on a vraiment eu affaire à des révolutions sociales, paysannes, d'ampleur, etc. Mais c'est quand même assez probable, quoi. Disons que les archéologues les plus influencés par le marxisme ne voient pas d'autres hypothèses tangibles, tandis que les autres, moins influencés par le marxisme, qui le combattent en fait, expliquent que c'est plutôt la multiplication des facteurs qui a conduit les cités à leur effondrement, quoi. Donc voilà. Ouais, donc après, vous voyez, on est revenu donc, dans la période post-classique, même s'il y a un renouveau, notamment autour de la cité de Chichén Itzá, là, dont la pyramide est très célèbre. Il y a un renouveau post-classique, mais on a plus affaire, après, au post-classique, à des petits États dispersés, plus oligarchiques tendanciellement. Et donc là, encore, avec moins encore de prétention à la constitution d'un empire. En fait, c'est là-dessus que tombent les Espagnols quand ils arrivent. Et quand ils combattent les Mayas, c'est-à-dire plutôt au milieu et dans la deuxième partie du XVIe siècle. Je dis ça, il faut quand même avoir à l'esprit que la constitution d'empire ne suffit pas toujours. Dans la Mésoamérique, on a l'empire aztèque, plutôt autour de l'actuel Mexique, et les Incas, quant à eux plutôt au Pérou, qui ont réussi à créer des véritables empires, rallier une capitale qui rallie à sa cause beaucoup de petites cités-États autour et qui les unifie dans un empire avec un empereur, etc. Bon, ceux-là, quand même, il y avait un empire, ils ont accusé, il
ils ont été défaits dans la conquête espagnole du fait plutôt là de leur retard technologique. On l'a déjà dit, hein, vous voyez, quand vous additionnez le métal, les armes à feu, les chevaux, la puissance navale, c'était un petit peu difficile, même pour des empires constitués politiquement, de résister à la conquête espagnole. Après, il y a ces empires-là étaient quand même extrêmement récents. Hein. Ils avaient à peine, ils n'avaient même pas 1000 ans, je crois, au moment de l'arrivée des Espagnols. Donc, pas eu non plus tellement le temps de faire évoluer la société. L'esclavage, pas le mode de production antique ou esclavagiste, mais l'esclavage et la colonisation et le génocide, ça ils le découvriront, les Mayas, avec leur découverte du Vieux Monde. Voilà. Tu peux passer. Pour la Chine, je l'ai dit, la Chine impériale, c'est beaucoup de bouleversements dynastiques, de renversements, de révoltes, de guerres, etc. En fait, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se joue quand il y a ces révoltes et ces changements dynastiques. Parce que c'est un peu sur le mode du tout changer pour rien changer, dans la mesure où le mode de production perdure, même dans le cas de révolutions politiques de grande ampleur, et j'en citerai juste un ou deux exemples juste après. En fait, on a une forme de conflit à trois bandes qui se rejoue un peu sans cesse, avec des conflits entre la paysannerie exploitée d'un côté, exploitée par l'impôt de l'État qui va accaparer le surproduit, mais aussi par le renforcement de la noblesse terrienne qui concentre de plus en plus les terres. Donc vous avez des paysans sans terre ou qui se retrouvent avec des terres qui ne leur permettent plus de se nourrir et a fortiori de verser l'impôt. C'est renforcé, cette concentration des terres, par le fait que les bureaucrates, fonctionnaires d'État dont j'ai parlé, se taillent souvent des propriétés privées. Que c'est une manière aussi d'assurer quelque chose à leur descendance, qui va réduire l'assiette fiscale de l'État, parce qu'ils sont exemptés d'impôts. Tout ça se fait de manière légale ou illégale. Hein. C'est beaucoup de corruption, où le petit fonctionnaire, il s'arrange, etc., pour récupérer la terre. L'assiette fiscale de l'État se réduit, l'impôt de fait augmente de plus en plus sur les paysans qui restent soumis à cet impôt-là. Donc, germe de ruine et de révolte. Entrecoupé souvent de catastrophes naturelles, une mauvaise crue, une mauvaise récolte. Et donc, vous avez des révoltes de centaines de milliers, voire de millions de paysans à intervalles réguliers dans la Chine qui, parfois, réussissent. C'est ça qui est en fait assez intéressant, c'est que ce n'est pas juste des révoltes qui finissent en eau de boudin. Parfois, elles gagnent et en fait, elles s'instaurent comme le nouveau pouvoir impérial. Mais ceci dit, et là, je vous ai mis juste une petite citation de Trotsky, qui a parlé une fois de l'ancienne Chine, et c'est à ce moment-là, dans 3 conceptions de la révolution russe. Mais ce qu'il en a dit, à mon avis, est assez intéressant sur cette dynamique-là. Des révolutionnaires portèrent la paysannerie au pouvoir, ou pour être plus précis, octroyèrent le pouvoir aux chefs militaires des soulèvements paysans. Cela conduisit chaque fois à un nouveau partage de la terre, à l'instauration d'une nouvelle dynastie paysanne. À ce point, l'histoire recommençait par le commencement. La nouvelle concentration de la terre, la nouvelle aristocratie, le nouveau système d'usure, donc d'impôts, provoquaient un nouveau soulèvement. Aussi longtemps que la révolution conserve son caractère purement paysan, la société est incapable de sortir de ce cercle vicieux et sans issue. Trotsky écrit ça aussi en ayant en tête, bien sûr, tout un tas d'autres débats plus contemporains qu'il a sur qui doit diriger la révolution et tout. Mais en fait, ça décrit, à mon avis, assez bien ce qui joue dans ces révoltes paysannes. Je peux juste passer. Je vais être plus rapide, mais juste Sud-Gauche, par exemple, c'est marrant, hein, c'est un tout petit fonctionnaire local issu d'une famille de paysans. Il se retrouve quelques années plus tard à être le premier empereur de la dynastie Han en 202 avant Jésus-Christ. C'est un nouvel empereur paysan, mais qui va de fait après complètement avoir la même politique quand il sera à la tête du système impérial. Une des grandes révoltes d'ampleur de la Chine qui a marqué la Chine impériale, c'est les turbans jaunes. Donc c'est un truc qui se passe en 184 après Jésus-Christ. Je ne vais pas décrire en détail, mais c'est vraiment des centaines de milliers, voire des millions de soldats et qui dénoncent la corruption des fonctionnaires, les impôts écrasants, les inégalités foncières. Eux, ils vont se faire complètement allumer. C'est typique en fait de ce type de révolte qui sont encore en fait ultra connus dans la Chine contemporaine. C'est un truc comme je sais pas si nous on cite Spartacus, ça c'est ça puissance 100. Je m'attarde juste un peu sur celui-là. Qi Wanzhang, pardon pour la prononciation. Pareil, issu d'une famille de paysans sans terre, donc là vous pouvez pas faire plus pauvre. Lui il va lutter contre la dynastie précédente. Où c'est une époque de corruption endémique, donc là on est plutôt en 1300-1400. Le fleuve jaune, il y a de multiples inondations, des épidémies. Il crée une armée paysanne, il prend le contrôle de toute une région autour de Nankin, et il va, c'est ça qui est intéressant, s'ériger comme restaurateur de l'ordre confucéen. En disant, l'autre, il est légitime, il a perdu le mandat du ciel,
D'ailleurs, c'était en plus une dynastie qui était issue des Mongols, donc qui n'était pas vue comme forcément très légitime par une partie des Chinois. C'était le petit-fils de Genghis Khan qui avait fondé la dynastie. Et une fois au pouvoir, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il reconstruit l'État impérial, il restaure la petite propriété paysanne, il crée un cadastre impérial, et tout ça accompagné de terreur politique. Donc voilà, soulèvement d'ampleur, mobilité sociale quand même assez forte. Vous partez de la paysan sans terre à empereur, mais bon, le système social de fond ne change pas. Sur les évolutions du mode de production et tout, on peut se demander, bon, c'est une question un peu toujours récurrente sur pourquoi il n'y a pas eu un développement du capitalisme directement en fait, au cours du Moyen-Âge chinois ou dans la Chine impériale. Il y a, c'est vrai, des bourgeons du capitalisme, c'est un peu comme ça que parlent les historiens chinois. Par exemple, à l'époque des Song, donc on est en 1000 après Jésus-Christ, il y a énormément de ports maritimes qui se mettent en place. Il y a plein de commerçants navigateurs qui s'enrichissent et bon, qui vont atteindre leur apogée quelques siècles plus tard. Pareil, commence aussi à voir naître des villes commerçantes, pas simplement des villes comme pouvoir du centre impérial. Mais par contre, ce capital commercial, en fait, il n'a aucune possibilité de pénétrer dans un début d'industrie. Parce que la manufacture rurale, elle est complètement en fait, liée avec l'agriculture au niveau de la communauté. Et la manufacture urbaine, elle est complètement aux mains de l'État qui la dirige, la contrôle, voire la possède dans une certaine mesure. Donc ces commerçants vont avoir du capital commercial, des marchands très riches et tout, mais ça ne va jamais engendrer en fait, les débuts en fait, d'une bourgeoisie plus industrielle qui aurait pu se développer là. Et après, bon, tout ça va bien sûr complètement bouleversé par les Occidentaux, les guerres de l'opium. Et ça, c'est bon, voilà, un peu hors sujet de notre topo d'aujourd'hui, mais ça va être la Chine du 19e siècle, et après qui va aboutir à toutes les révolutions qu'a connues le pays au 20e. Bon, est-ce qu'on va répondre à la question de est-ce qu'on peut parler de mode de production asiatique? Dans le cas de la Chine, le concept, en fait, est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, même un peu à l'envers. Le féodalisme, bon, ça ne marche pas vraiment. Si on prend l'image du féodalisme européen pour le calquer sur la Chine, on n'y est pas. L'esclavagisme, c'est pas ça, et c'est pas le capitalisme. Donc, bon, le mode de production, en fait, fondamental, ressemble quand même à quelque chose que Marx et Engels retranscrivent comme mode de production asiatique. Ils sont quand même très adéquats, il y a plein de traits, et d'ailleurs les similitudes qu'on peut avoir dans des civilisations quand même très différentes par bien des aspects sont assez intéressantes, sur à la fois comprendre ces formes de propriété, les conflits de classe, le rôle en fait ultra important du confucianisme, cette forme de pouvoir despotique au niveau de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vision ultra réductionniste du mode de production asiatique. Par exemple, c'est pas un géant endormi la Chine, voilà, il y a énormément d'histoires qui se passent, mais avec cette stabilité en fait, du mode de production quand même qui perdure. C'est pas non plus qu'une histoire de grands travaux hydrauliques, même si pour la Chine, en fait, ça a certainement dû jouer dans ce rôle en fait, de l'État pour s'ériger comme en fait, la communauté en fait, suprême au-dessus de la communauté locale. Voilà, on l'a vu, il y a des ports de propriété privée qui existent même au sein de ce mode de production asiatique, et également des formes d'accumulation de capital commercial, etc. quoi. Donc c'est pas parce qu'on parle de mode de production asiatique que ça veut dire qu'il n'y a pas tout, voilà, cette histoire et ces formes aussi économiques qui peuvent exister en son sein. Oui, on va conclure un petit peu, parce que ça fait déjà longtemps qu'on essaie de vous tenir avec cette affaire-là, mais pareil, hein, sur la question, est-ce que chez les Mayas, on a affaire à un mode de production asiatique? En fait, c'est assez convaincant de rattacher la civilisation maya, en tout cas aux descriptions, comme disait Timo au tout début, hein, incomplètes qu'on a, et de ce qu'on entendait par mode de production asiatique, mais sur les critères, l'absence de propriété individuelle de la terre, l'état centralisé autoritaire, le grand poids de la religion, pas de gestion directe par les élites de la production. Bon, c'est quand même frappant qu'on retrouve ces traits-là dans la civilisation maya, qui n'est, comme vous l'avez compris, certes pas en Asie quand même. Donc voilà. On retrouve également le blocage, c'est-à-dire l'impossibilité pour la société, idem, hein, soit d'aller vers un féodalisme, un esclavagisme ou un capitalisme, même si tout ça est un peu contenu en germe dans un certain nombre des traits de la société. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'effondrement là, du classique final de 800 000, il fait quand même un peu écho à une chute qui a lieu à la fin du pré-classique, avec d'autres cités que celles qu'on a découvertes. Et cette chute du pré-classique, on connaît très très peu de choses. Donc c'est d'autres cités
dont on n'a même pas les noms mayas, c'est des noms plutôt, pour le coup, espagnols, comme El Mirador, comme Naranjo, je prononce mal sans doute, dont on retrouve, juste par la poterie, qu'il y a eu un niveau de civilisation assez développé, et qui s'est cassé la figure, donc là, très antérieur donc à nos cités, État-théâtre, là. Donc ça donne quand même l'impression que même sans l'arrivée des Espagnols, peut-être bien que les Mayas auraient à nouveau reconstitué des cités-États peut-être plus oligarchiques et peut-être que le mode de production aurait évolué ou pas. C'est évidemment un peu de l'histoire fiction. Il y a des hypothèses qui vont un peu dans le sens voilà, d'un statu quo un peu cyclique, ou alors de la capacité de cette civilisation à évoluer vers d'autres modes de production. Pour vraiment conclure, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de polémiques, au-delà des petite présentation modeste qu'on a fait là sur qu'est-ce que c'était que le mode de production asiatique et en quoi ça pouvait en fait être utile dans une vision marxiste et puis pour quelle perspective politique aussi déterminée à certains endroits et dans certains pays. Mais on va passer un peu là-dessus. La discussion peut se résumer ainsi, ce mode de production asiatique. Est-ce que c'est un passage obligé entre donc, le communisme primitif et le stade esclavagiste, ou est-ce que ça correspond plutôt à une sorte de voie sans issue pour l'évolution des sociétés, contraintes d'attendre que des sociétés dont dont les modes de production pour le coup ont évolué, viennent pour les dominer définitivement, comme ça a été le cas en Chine et dans la civilisation maya, mais à des moments et par des civilisations différentes. Voilà, on va s'arrêter là et laisser ouverte la discussion pour une belle trentaine de minutes si vous n'avez pas trop faim.